Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Droit privé et sciences criminelles. Collection dirigée par Yves Strickler. Créé fin 2011 par Yves Strickler et le Centre d'études et de recherche en droit privé, devenu le Centre d'études et de recherche en droit des procédures en 2013, de la Faculté de droit et sciences politiques de Nice. La présente collection a pour vocation principale de publier des ouvrages en liaison avec le thème retenu pour dénomination de la collection. Cette dernière rassemble des recherches originales, tirées notamment de travaux de recherche, de manifestations scientifiques ainsi que d'ouvrages collectifs sur les interrogations actuelles que rencontre la science juridique, spécialement dans le domaine du droit privé et des sciences criminelles. Dernière parution. L'erreur judiciaire. Apprendre à douter pour lutter contre les erreurs judiciaires, dire. Xpin 2015. Fonctionnaires et droit pénal, des justiciables comme les autres, dire. Monsieur Dalloz et Ch. Courtin 2015. L'expertise non judiciaire à l'aune des droits fondamentaux par Thibaut Goujon-Bétan, 2014. Un art, un droit, une question, triptyque juridico-artistique, dire. Diane Boustany, Dalida Chabry, Marion Combe, Sarah Fari, Marie-Cécile Lasserre 2014. Le paiement, dire. Monsieur Mignot et Gilles Lasserre-Capdeville, 2014. Le droit de l'exécution des peines, espoir ou désillusion, dire. F. Gelfi 2014. Le vice de procédure. Réflexion désordonnée d'un artisan du droit sur l'article 2241, alinéa 2 du Code civil par Denis Ma, 2014. Variations juridiques et politiques. Clé pour la compréhension du monde contemporain, dire Yves Strickler 2013. Les infractions de harcèlement, par Silvana Paradiso, 2013. Liste complète des ouvrages de la collection. http://www.editions-armatan.fr/index.asp. Navigue catalogue Esperluette obj collection Esperluette no 895. Comité de lecture. Professeur Yves Strickler, président. Professeur Nathalie Fricero, Madame Laetitia Antonini Cochin, MCFHDR. Madame Christine Courtin, MCFHDR, Madame Christine Pina, MCFHDR. Professeur Pierre-Michel Lecor. Remerciements. Je remercie très sincèrement mon directeur de recherche, le professeur Pierre-Michel Lecor, pour son inspiration et ses conseils, mais surtout, pour m'avoir laissé la liberté d'action suffisante pour s'avérer instructive. Que soient également remerciés tous les enseignants rencontrés depuis le début de mon cursus universitaire, qui, par leur qualité et leur implication, ont su me donner goût aux études juridiques et l'envie de poursuivre, je l'espère, une carrière universitaire. Aussi, je tiendrai à exprimer toute ma gratitude au directeur du Master 2, Droit privé fondamental et sciences criminelles, Monsieur le doyen Roger Bernardini, et au directeur du CERDP, Monsieur le professeur Yves Strickler, pour leur dévouement et leurs conseils. Liste des abréviations. Acte. Proc. Col. Actualité des procédures collectives. AFF. Affaires. AJ. Partie actualité juridique, recueil Dalloz. AL. Alinéa. Art. Article. Art. Précite. Article précédemment cité. Avis, Cour de cassation, avis. Banque et droit, Bible, bibliothèque. BJE, bulletin joli, entreprise en difficulté. BJS, bulletin joli, société. BO, bulletin officiel. BODAC, bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. OUL. Bulletin. OUL. CIV. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. OUL. Crime. Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. OUL. Joli, bulletin joli. CAS. Code des assurances. CCIV. Code civil. CECOM. Code de commerce. CPC, Code de procédure civile. CPE accent aigu N. Code pénal. CETRAV, Code du travail. CA, Cour d'appel. CE, Conseil d'État.
CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. CGI, Code général des impôts. CH. Chambre. Chron. Chronique, partie chronique dans diverses revues. Cirque. Circulaire. CIV. Cour de cassation, chambre civile. Col. Collection. Com. Cour de cassation, chambre commerciale. Commentaire. Com. Comparer avec. Conc. Conclusion. Contrat en sens contraire. Conv. EDH. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Crime. Cour de cassation, chambre criminelle. D. Recueil d'allose. D. Décret. De Frénois, répertoire du notariat des Frénois. Docteur et pâtre. Droit et patrimoine. Édition, édition. Accent aigu T. Étude. Fasc. Fascicule. Gaz. Pal. Gazette du Palais. Ipidème. Au même endroit. Infra-supra noté ci-dessous, noté ci-dessus. JCL. Droit comparé, jurisclasseur droit comparé. JCL. Com. Jurisclasseur commercial. JCPE. Jurisclasseur périodique édition entreprise. JCP. Jurisclasseur périodique édition générale. JCPN. Jurisclasseur périodique édition notariale. Jo. Journal officiel. Johan Q. Journal officiel, réponse ministérielle à questions écrites. Jure. Partie jurisprudence, dans diverses revues. Jurisdata, banque de données juridiques. 50 loi. L'AMI affaires, l'AMI droit des affaires. L'Éden, l'essentiel du droit des entreprises en difficulté. LPA, petites affiches, les. Mêle. Mélange. Mine. Ministre, ministère. NP. Arrêt non publié au bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Numéro. OPS. Observation. OPSIT, œuvre citée. Ord. Ordonnance. P. Pages. Pan. Partie panorama dans divers recueils. PU, presse universitaire. RAP. Rapport. RD Ban et fin. Revue de droit bancaire et financier. Règles. CE, règlement communautaire. REP. CIV. Encyclopédie d'Allose, répertoire de droit civil. REP-MIN, réponse ministérielle. REV-PROC-COL. Revue des procédures collectives. REV-Société, revue des sociétés. RG, numéro d'inscription d'une affaire au registre du greffe. RJCOM, revue de jurisprudence commerciale. RJDA, revue de jurisprudence de droit des affaires. RTD. CIV. Revue trimestrielle de droit civil. RTD. Com. Revue trimestrielle de droit commercial. RTDH, revue trimestrielle des droits de l'homme. S. Suivant. SOC. Cour de cassation chambre sociale. Somme. Partie sommaire dans diverses revues. TGI, tribunal de grande instance. V. Voir. Introduction. 1. Réalités économiques et sociales et difficultés d'entreprise. Depuis plusieurs décennies, le droit des difficultés d'entreprise est au centre de nos réalités économiques et juridiques. Les crises successives et la situation économique dégradée de la France permettent d'expliquer la médiatisation de la matière. Plus de 60 000 entreprises ont été placées en procédure collective en France chaque année depuis 3 ans, dont près de 2/3 en liquidation judiciaire. Nul doute, dans ces conditions, que les problèmes que suscite cette procédure sont de première importance. Auparavant appelé droit de la faillite, le droit des procédures collectives est resté dans le langage courant un droit de sanction, la sanction de l'échec d'un entrepreneur ayant failli à ses engagements. Pourtant, tel n'est pas l'objectif du droit des entreprises en difficulté. Plus précisément, tel n'est plus son objectif, puisque jusqu'à la réforme du 13 juillet 1967, le droit des entreprises en difficulté avait un caractère répressif.
Le but était d'éliminer le commerçant ayant failli à ses obligations. Avec la loi du 25 janvier 1985, le droit de la faillite revêt un nouveau nom pour devenir le droit des entreprises en difficulté. Or, ce changement n'est pas anodin. Il s'agit du reflet d'une évolution des mentalités. Désormais, l'homme et l'entreprise ne font plus corps. Ce droit profondément ancré dans les réalités économiques et sociales permet à un débiteur de résoudre les difficultés auxquelles il est confronté. Les objectifs de la loi applicable aux entreprises en difficulté sont les suivants. Permettre le traitement des difficultés de l'entreprise, maintenir les emplois et en dernier lieu, le paiement des créanciers. Ainsi, les procédures collectives ont-elles indéniablement pris une dimension thérapeutique et compassive, en passant d'un droit moralisateur à un droit thérapeute. Pour d'autres, cette nouvelle ligne de conduite ne serait que le reflet d'une analyse économique du droit des entreprises en difficulté. C'est-à-dire une analyse fondée sur la qualité du résultat obtenu. Ainsi, la préservation de l'entreprise devient-elle le but recherché. Il convient alors de prôner l'efficacité des mesures quitte à s'affranchir des règles du droit commun. Cette approche avait été souhaitée en doctrine et pour certains, la loi du 25 janvier 1985 serait le reflet de ce tournant économiste. Il a ainsi pu être écrit que les changements apportés par cette loi ne sont que la marque de l'orientation du droit des faillites vers un droit économique des entreprises en difficulté. La recherche d'efficacité du droit des entreprises en difficulté est d'ailleurs particulièrement présente au sein de la réforme du 12 mars 2014 où le pragmatisme des mesures adoptées n'a eu de cesse d'être mis en avant. Ainsi, face à la spécificité du droit des entreprises en difficulté, le législateur doit-il s'adapter aux exigences de la réalité économique. S'il ne faut pas ériger un droit à se soustraire de ses dettes, la sauvegarde des entreprises en difficulté est néanmoins un des enjeux majeurs de nos sociétés. En effet, l'anéantissement des entreprises en situation de défaillance économique contribue à créer une situation économique instable en affectant notamment la croissance et le chômage. Bien qu'il s'agisse d'un complexe numéro d'équilibriste, le législateur doit veiller à ne pas être dans l'excès. Le droit des difficultés d'entreprise ne peut tout résoudre. En outre, les réformes de ce droit correspondent souvent au revirement politique du pays, à chaque quinquennat sa réforme des procédures collectives. Dès lors, si le législateur doit veiller à une pondération d'intérêts entre débiteurs et créanciers dont peut dépendre la santé économique d'un pays, il n'en demeure pas moins qu'il doit également apporter une attention particulière à ne pas prendre la fin pour les moyens. Plus précisément, le droit des entreprises en difficulté ne peut tout résoudre et anéantir les sources des difficultés subies par les entreprises défaillantes. Au contraire, il se veut être un droit de rétablissement des entreprises. Mais lorsque le rétablissement de l'entreprise est impossible, des mécanismes particuliers se mettent en place afin de permettre au mieux l'apurement des dettes du débiteur. Parmi ces outils à la disposition des procédures d'insolvabilité, le dessaisissement tient une place de choix dans la gestion de la défaillance des entreprises. 2. Dessaisissement et procédure collective. Dans le langage courant, le dessaisissement peut être défini comme le fait de priver une personne de ce qu'elle possède. Au sens juridique du terme, le dessaisissement du débiteur est la résultante de l'effet de saisie collective du patrimoine du débiteur par ses créanciers. Le débiteur est privé de l'exercice de ses droits sur les biens qu'il a en sa possession. La mesure constitue une règle d'ordre public et est opposable à tous, même aux tiers de bonne foi. L'idée première est d'éviter que le débiteur ne puisse dilapider son patrimoine au détriment du désintéressement de ses créanciers. Le débiteur est donc dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, mais également des droits et actions ayant une incidence sur son patrimoine. Ces prérogatives seront confiées au liquidateur durant le temps de la procédure. Le débiteur est sous contrôle et il apparaît que le dessaisissement est l'effet principal de la liquidation judiciaire. Il ne peut se concevoir dans sa plus grande plénitude qu'au sein de cette procédure. En effet, la mesure permet au liquidateur de réaliser l'actif du débiteur dans l'objectif de désintéresser ses créanciers soumis à la discipline collective. Le temps n'est donc plus au sauvetage de l'entreprise. Si le dessaisissement du débiteur est automatique en liquidation judiciaire,
le mécanisme ne se limite pas à cette seule procédure, mais produit des effets différents au sein d'autres procédures. Cette différence se comprend eu égard à la disparité des objectifs poursuivis entre des procédures aux fins liquidatives et celles aux fins thérapeutiques. En effet, si au sein de la procédure de sauvegarde le chef d'entreprise n'est pas dessaisi, la procédure de redressement judiciaire, quant à elle, connaît un mécanisme relativement équivalent au dessaisissement. Toutefois, ce dernier n'est ici pas automatique, puisqu'en redressement la priorité est encore à préserver le sort de l'entreprise. Il s'agit de l'administration contrôlée. 3. Administration contrôlée en redressement judiciaire. La situation du débiteur en redressement judiciaire est plus complexe qu'en liquidation judiciaire. En effet, l'étendue des pouvoirs laissés au débiteur sur son patrimoine est protéiforme. Il convient de distinguer deux situations, en présence d'un administrateur judiciaire et en l'absence de ce dernier. D'une part, lorsqu'un administrateur judiciaire est nommé, deux types de missions peuvent lui être confiées. D'abord, la mission confiée à l'administrateur sera en règle générale l'assistance du débiteur. La mission d'assistance a un caractère variable que le tribunal doit déterminer. En effet, elle a vocation à porter sur tous les actes de gestion de l'entreprise ou seulement sur certains d'entre eux. L'assistance exige la double intervention du débiteur et de l'administrateur aux actes qui pourraient être accomplis. Il s'agit de l'administration conjointe de l'entreprise. Cette situation de gestion conjointe est d'autant plus marquante qu'elle peut être comparée à celle des époux mariés sous le régime de la communauté. Ensuite, la mission confiée à l'administrateur peut être celle de la représentation du débiteur. Le rôle de l'administrateur est ici comparable à celui du liquidateur, dans la mesure où le débiteur est véritablement dessaisi de ses droits. Toutefois, cet alignement entre l'administration contrôlée et le dessaisissement en liquidation judiciaire est critiqué par certains auteurs qui estiment qu'en redressement judiciaire, la restriction des pouvoirs du débiteur ne peut jouer que dans le cadre de l'entreprise. Cependant, la mission de représentation de l'administrateur en redressement judiciaire doit bien être comparée dans ses effets à celle du débiteur dessaisi en liquidation judiciaire dans la mesure où la Cour de cassation fait porter la mission d'administration sur tous les biens du débiteur, et non pas sur les seuls biens de l'entreprise. D'autre part, en l'absence d'administrateur, le principe en la matière veut que les règles applicables en présence d'un administrateur judiciaire le soient également en l'absence de ce dernier sous réserve des articles L627A2 à L627A4 du Code de commerce. Au demeurant, la présente étude se cantonnera aux seuls effets du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire qui joue, contrairement aux règles applicables en redressement judiciaire, de plein droit. Or, cette automaticité du dessaisissement en liquidation judiciaire se comprend d'autant mieux au prisme de son évolution historique. 4. Évolution de la notion de dessaisissement. L'appréhension collective de l'insolvabilité d'un débiteur n'est pas récente. En effet, il est possible de retrouver les premières traces d'un traitement collectif des difficultés dans la procédure de Manus Injectio de la loi des 12 tables. Ainsi à Rome dans un premier temps, le débiteur personne physique était-il saisi pour être vendu ou réduit en esclavage, voire tué. Les créanciers étaient tellement égaux qu'en cas de mort du débiteur le corps pouvait être partagé. À ce titre, un auteur relève non sans humour qu'il restait toutefois à savoir si ce partage s'effectuait au prorata de leurs créances. Dans un second temps, un des créanciers pouvait exercer la missio in possessionem à laquelle l'ensemble des autres créanciers pouvaient se joindre. Le patrimoine du débiteur était alors appréhendé par ses créanciers. La première forme de dessaisissement fait alors son apparition. Cette action permettait de créer une véritable masse au sein de laquelle s'appliquait l'égalité des créanciers, ce qui n'était par exemple pas le cas en droit germanique. Ainsi, dessaisissement et traitement collectif coexistaient-ils déjà en droit romain. Pour autant, si le dessaisissement trouve bien ses sources en droit romain, il n'en demeure pas moins que la notion d'entreprise n'existait pas telle qu'elle est aujourd'hui appréhendée. Par la suite, dès la fin du XVe siècle, le statut des villes marchandes italiennes et surtout, les lois commerciales de Florence, Gênes et Venise ont contribué à l'installation de la mesure de dessaisissement au sein des procédures de faillite. Le dessaisissement du débiteur a ensuite évolué avec l'ancien droit français, et notamment,
le titre XI de l'ordonnance de Colbert de 1673. Le débiteur, appelé le failli, n'était pas dessaisi puisqu'il conservait l'administration de ses biens. En effet, le dessaisissement était absent de l'ordonnance. Si les créanciers étaient regroupés en une masse, les pouvoirs de cette dernière n'étaient que l'addition des droits de chacun de ses membres. Par conséquent, le failli demeurait maître de son patrimoine avec le risque inhérent de détournement d'actifs. Ce n'est qu'à compter de l'article 442 du Code de commerce de 1807 que le dessaisissement apparaît sous sa forme moderne. Cet article prévoit en effet que le jugement déclaratif emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur failli de l'administration de tous ses biens alors confiés au syndic de la procédure. En 1807, le dessaisissement du débiteur était total puisque ce dernier ne pouvait pas, par exemple, assister à la vérification des créances, l'heure n'était pas encore à la reconnaissance de droit propre du débiteur. En 1807, il n'existait qu'une procédure de faillite pour le débiteur en état de cessation des paiements. Cette situation a ensuite évolué, avec un élargissement du choix des procédures. D'abord, cette évolution fut timide, notamment sous l'empire du décret du 20 mai 1955, puisque les procédures variaient en fonction de la bonne ou mauvaise foi du débiteur. L'idée de sanction est ici encore forte. Ensuite et surtout, la loi du 13 juillet 1967 marque un réel tournant. Elle permet un choix de procédure en fonction de l'importance des difficultés financières du débiteur. Or, le dessaisissement a su traverser ces législations et a respectivement figuré à l'article 25 du décret numéro 55 à 583 du 20 mai 1955 et dans la loi numéro 67 à 563 du 13 juillet 1967. Surtout, la loi numéro 85 à 98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire, a marqué une nouvelle évolution par rapport à la loi de 1967 en ayant notamment pour objectif de dédramatiser l'ouverture du redressement judiciaire. À partir de la loi du 25 janvier 1985, le dessaisissement produit des effets différents selon le type de procédure. S'il est automatique en liquidation judiciaire, il est à géométrie variable en redressement judiciaire. Ainsi apparaît une dissociation entre les procédures visant au paiement collectif des créanciers et celles permettant d'aboutir au redressement des entreprises auxquelles elles s'appliquent. En d'autres termes, lorsque le redressement de l'entreprise est encore possible, une relative liberté est donnée au débiteur quant à la gestion de son entreprise. Au contraire, si la situation est compromise et que le paiement des créanciers devient la priorité, le dessaisissement doit jouer de plein droit. Ainsi, le débiteur est-il dessaisi des droits et actions portant sur son patrimoine. En ce sens, il n'est pas étonnant de constater que la loi du 25 janvier 1985 avait pour objectif de permettre prioritairement le traitement de l'entreprise et le maintien des emplois, puis le paiement des créanciers. Il y a donc une hiérarchie entre les procédures de redressement et celles visant au paiement des créanciers en fonction des difficultés financières du débiteur. Le redressement de l'entreprise devient le principe, la liquidation l'exception. Or, historiquement le dessaisissement est associé au paiement collectif des créanciers. C'est la raison pour laquelle il ne se conçoit de plein droit qu'en liquidation judiciaire, puisque dans les procédures de redressement les objectifs à atteindre ne sont pas les mêmes. Cette idée d'adaptation de la mesure de dessaisissement en fonction de la nature des procédures se retrouve également dans d'autres droits nationaux. 5. Dessaisissement et droit comparé. Le dessaisissement du débiteur est-il une spécificité française ? La mesure présentée n'a en réalité rien de spécifique. Au contraire, le dessaisissement est présent dans d'autres droits nationaux. Ainsi, les procédures visant à la liquidation des entreprises conduisent-elles à un dessaisissement général du débiteur, voire à un véritable transfert de propriété au profit de l'organe chargé des opérations de liquidation. Ce transfert de propriété s'opère notamment au Royaume-Uni. Le trustee devient propriétaire des biens du débiteur à l'ouverture de la procédure. Il apparaît ainsi qu'à la différence des pays de droit civil, où le dessaisissement ne conduit généralement à priver le débiteur que de la seule disposition et administration de ses biens,
Les pays de common law et plus particulièrement le Royaume-Uni consacrent le transfert de la propriété du débiteur au syndic de la procédure sous la forme d'une propriété fiduciaire. Différents droits nationaux comme celui des États-Unis, du Mexique, du Japon, de l'Autriche et de l'Allemagne connaissent un dessaisissement variable en fonction de l'objectif poursuivi par la procédure. Comme en France, le débiteur est laissé à la tête de son entreprise lorsque l'heure est encore au redressement. Plus précisément, en droit allemand, une procédure unique est prévue. Celle-ci aboutit ensuite soit à la poursuite de l'activité soit à la liquidation. Sous réserve de la possibilité d'une gestion directe du débiteur de son entreprise, ce dernier est en principe dessaisi. De plus, les articles 217 et suivants du Code allemand de l'insolvabilité prévoient un instrument de redressement, le plan d'insolvabilité, inspiré du chapitre 11 du Bankruptcy Code américain. Cette procédure vise le redressement de l'entreprise par la collaboration de ses acteurs et permet de contourner le droit commun allemand de l'insolvabilité. Le droit allemand de l'insolvabilité a été réformé le 1er mars 2012. Si avant cette date la gestion directe par le débiteur était l'exception, elle est aujourd'hui la règle. Par principe, le débiteur n'est donc pas dessaisi, mais seulement surveillé par l'administrateur de l'insolvabilité. De la même manière qu'en droit français, le dessaisissement est donc réservé à la seule phase liquidative. Ainsi, les principaux pays européens ont axé leur législation sur le redressement des entreprises. Tel est par exemple le cas de la Belgique avec la procédure de réorganisation judiciaire au sein de laquelle le débiteur n'est pas dessaisi, mais également du Luxembourg avec la gestion contrôlée, le sursis à paiement et le concordat préventif de faillite encore que dans ces cas, le débiteur tout en n'étant pas totalement dessaisi, ne dispose pas pour autant d'une totale liberté sur son patrimoine. Ces procédures s'opposent aux procédures liquidatives de faillite. Toutefois, en droit italien, la procédure principale reste le fallimento, aucune procédure de redressement spécifique n'étant prévue mis à part une procédure spéciale prévue pour les entreprises de plus de 200 employés. Au niveau de l'Union européenne, le dessaisissement est incontournable et contribue à déterminer le champ d'application du règlement CE numéro 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. En effet, pour qu'une procédure d'un État soit rattachée à l'application du règlement et qu'elle soit reconnue par les autres États, cette dernière doit nécessairement emporter dessaisissement total ou partiel du débiteur avec la nomination d'un syndic. Cette condition suscite toutefois des débats et pourrait être sujette à modification dans le cadre d'une révision du règlement. Le dessaisissement constitue donc une des notions communes adoptées par le règlement. Il est une norme commune aux différents États membres. Pour l'heure, la CJUE exige à minima une représentation du débiteur pour remplir la condition du dessaisissement tel qu'il ressort du règlement. Au sens du règlement, le dessaisissement ne se limiterait pas aux procédures liquidatives. Au contraire, il y aurait dessaisissement chaque fois que le débiteur est l'objet de restrictions afin qu'il ne puisse accomplir d'actes aggravant les difficultés ou pouvant porter préjudice aux tiers. En Afrique, le 17 octobre 1993, différents États de l'Afrique subsaharienne ont ratifié un traité ayant pour objet l'harmonisation du droit des affaires, le traité de l'OHADA. Un certain nombre de textes, appelés actes uniformes, sont ainsi applicables sur l'espace géographique du traité OHADA. Ainsi, les règles de l'insolvabilité sont-elles réglées par l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif. L'AUPCAP prévoit 2 procédures collectives s'inspirant de la loi française du 13 juillet 1967 et du règlement CE 1346/2000, le redressement judiciaire et la liquidation de biens. Ainsi, le dessaisissement est illégalement présent en droit de l'OHADA avec un effet différent en fonction de la procédure visée. En effet, pour le redressement, le terme d'assistance pour le débiteur est utilisé, tandis que le terme de dessaisissement est réservé à la liquidation de biens. Il est intéressant de relever que l'article 53 de l'AUPCAP reprend les exceptions au dessaisissement consacrées en droit français par les textes ou la jurisprudence, comme par exemple les actes conservatoires ou encore les droits et actions à caractère personnel. Les grands principes de la loi du 13 juillet 1967 sont également repris en droit monégasque.
Deux procédures sont applicables, l'une visant le redressement, l'autre la liquidation, le règlement judiciaire et la liquidation de biens. La législation monégasque consacre deux temps dans le traitement de l'insolvabilité. D'abord, le tribunal de première instance doit rendre un jugement constatant la cessation des paiements. Ce jugement emporte de plein droit assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens. Il s'agit ici d'un dessaisissement provisoire du débiteur dans la mesure où le sort de l'entreprise n'est pas encore fixé. Un examen de la situation du débiteur se déroule entre le jugement constatant la cessation des paiements et le dépôt de l'état des créances. Ensuite, et après que l'état des créances ait été déposé, le tribunal doit donner une suite à la procédure en fonction de la situation économique de l'entreprise, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. En liquidation des biens, le débiteur est dessaisi. Ici, contrairement au droit de l'OHADA et français, aucune exception au dessaisissement n'est prévue textuellement. Cependant, les juridictions monégasques considèrent que la mesure n'est pas absolue et que le débiteur a encore la capacité d'accomplir les actes à caractère purement personnel, et peut en particulier présenter lui-même sa défense dans le cadre de la procédure collective. En France, le texte régissant le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire comporte quant à lui le principe et quelques exceptions à la mesure. 6. Dessaisissement de l'article L641-9I du Code de commerce. Le dessaisissement a d'abord été codifié à l'article L622-9 du Code de commerce dont la rédaction est issue de l'article 152 de la loi n° 85/98 du 25 janvier 1985. Il a ensuite été repris, suite à la loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005, puis de l'ordonnance du 18 décembre 2008 à l'article L641-9I du même code. Au demeurant et malgré cet article, la notion de dessaisissement demeure assez mystérieuse. L'article L641-9I du Code de commerce relatif au dessaisissement vise aussi bien les débiteurs personnes physiques que morales et se divise en 3 alinéas. D'abord, le premier expose les effets du dessaisissement. Ainsi, le dessaisissement prive-t-il le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et ce, quand bien même ces derniers seraient acquis pendant la procédure. Ensuite et surtout, le débiteur est privé des droits et actions ayant une incidence patrimoniale. Leur exercice est confié au liquidateur le temps de la procédure de liquidation judiciaire. Or, l'étude des aspects procéduraux du dessaisissement porte essentiellement sur la deuxième partie du premier alinéa de l'article L641-9I du Code de commerce, sur l'exercice des droits et actions ayant une incidence patrimoniale le temps de la liquidation judiciaire. Enfin, les 2 autres alinéas, instaurés par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, comportent quant à eux des exceptions à la règle du dessaisissement. La loi reprit les principes antérieurement posés par la jurisprudence. Dans ces cas, le débiteur peut agir seul. Le premier porte sur l'action civile et le second sur les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur. Ainsi, la seule lecture de cet article permet-elle d'affirmer que le dessaisissement du débiteur est loin d'être absolu, du moins sur le plan procédural. En conséquence, il apparaît nécessaire d'opérer une répartition des pouvoirs entre le débiteur et son liquidateur sous le prisme des droits et actions compris ou non dans les contours du dessaisissement. Or, cette délimitation des pouvoirs entre le liquidateur et le débiteur n'est pas figée et pose pour les praticiens de réelles difficultés. Il s'agit de saisir la ligne de partage entre les actes revenant au liquidateur en vertu du dessaisissement et les actes pouvant encore être accomplis par le débiteur. À défaut de précision des textes, la doctrine a œuvré pour une organisation des actions et droits conservés par le débiteur en 2 catégories. Ainsi, une distinction est-elle faite entre les droits exclusivement attachés à la personne du débiteur et les droits propres qu'il conserve dans la procédure. Afin de déterminer les contours de la mesure et étant donné que le Code n'en donne que les effets, il s'impose de déterminer ce qu'est le dessaisissement au sens juridique du terme. En effet, la qualification juridique permettra ensuite d'en donner le régime. Cette recherche de définition est d'autant plus importante sur le plan procédural
qu'elle déterminera notamment le régime de la sanction de la violation du dessaisissement. Au-delà du sujet de cette étude, la qualification de la nature juridique permet également de déterminer les biens soumis ou non à la réalisation des actifs dans le cadre du déroulement de la liquidation judiciaire. De même, la qualification juridique du dessaisissement permet également d'appréhender la nature de la représentation du débiteur par le liquidateur. Pour l'ensemble de ces raisons, une partie de cette étude sera spécialement consacrée à la recherche d'une qualification juridique et donc d'une définition de la notion de dessaisissement. 7. Confrontation avec les règles de la procédure civile. L'étude des aspects procéduraux du dessaisissement est une parfaite illustration des interactions entre le droit des difficultés d'entreprise et la procédure civile. Classiquement, la procédure civile sert de support à l'expression d'autres droits et est l'instrument de réalisation du droit au juge. Dans cette mesure, les interactions avec le droit des entreprises en difficulté sont... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.